Élèves de terminale spécialité physique-chimie, bonjour. Voici votre leçon sur le gaz parfait. Dans cette leçon, nous nous intéressons au gaz parfait, un gaz imaginaire constituant un très bon modèle pour étudier les gaz de la réalité quotidienne, les gaz réels. Dans cette première partie, nous voyons, en approfondissant des notions vues en première, comment on peut relier les caractéristiques microscopiques du gaz parfait à sa température et à sa pression. Ces grandeurs interviennent dans une formule résumant le comportement du gaz parfait, dite équation d'état du gaz parfait, que nous expliciterons. Dans la deuxième partie, nous aborderons la masse volumique et autres grandeurs et exploiterons l'équation d'état en précisant les limites de son domaine d'application. Nous avons vu en première qu'un gaz est constitué d'entités, atomes ou molécules, se déplaçant de façon tout à fait désordonnée dans le vide. Les vitesses d'une entité à l'autre varient beaucoup, tant en norme qu'en direction. Même si les vitesses sont très variées, cela n'empêche pas d'évaluer la vitesse moyenne des entités. Elle est de l'ordre de quelques centaines de mètres par seconde, donc très élevée. Voici par exemple la vitesse moyenne des molécules dans quelques gaz à la température de 300 Kelvin. On observe que les molécules de dihydrogène, les plus légères, ont la plus grande vitesse moyenne et que c'est l'inverse pour les atomes de xénon, très lourds. Considérons, entre guillemets, la photo à l'instant T d'une petite région dans le gaz. Les entités électriquement neutres, constituées de charges électriques positives, les noyaux, et négatives, les électrons, subissent de la part des autres entités des forces répulsives entre charges de même signe, noyau-noyau, électron-électron, et attractives entre charges opposées, noyau-électron, électron-noyau. Le bilan de ces différentes forces entre les entités est une force attractive appelée force de Van der Waals. Si ces forces de Van der Waals peuvent ne pas être négligeables entre entités proches, elles le deviennent très vite dès que les entités s'éloignent l'une de l'autre. En effet, ces forces varient en 1 sur R puissance 7. Par exemple, si l'entité 0 subit une force de Van der Waals 1 de la part de l'entité 1 à la distance D1, alors, de la part de l'entité 2 à la distance D2, égale 1,2 D1 par exemple, elle subit une force de Van der Waals 2 égale à force de Van der Waals 1 sur 1,2 puissance 7, soit F1 sur 3,6. À l'échelle, cette force est représentée par une flèche 3,6 fois moins longue. Le même calcul pour l'entité 3 située à la distance D3 égale 1,5 D1 donne une force F3 17 fois inférieure à F1. On observe la décroissance très rapide. À l'échelle, la flèche représentant F3 est à peine exploitable. Et pour D4 égale à 2D1, la force divisée par 128 devient négligeable et non représentable à l'échelle choisie. Quant aux forces exercées par les particules 5, 6, 7, on comprend qu'elles soient archi négligeables. Dans certains cas, comme avec des molécules possédant de l'hydrogène et un atome très électronégatif, il peut exister un autre type de force, comme la liaison hydrogène, mais là encore cette force devient complètement négligeable lorsque les entités s'éloignent un peu l'une de l'autre. Que les gaz soient constitués de molécules, par exemple ici diazote ou dioxyde de carbone, ou d'atomes, par exemple de xénon, les dimensions des entités sont de l'ordre de quelques 10 puissance moins 10 mètres, et donc leur volume de 10 puissance moins 10 au cube, soit 10 puissance moins 30 mètres cubes. Notons que si ce volume est extrêmement faible, il est néanmoins non nul. Le gaz parfait que nous noterons Gp est un gaz imaginaire dans lequel les forces d'interaction entre entités sont nulles, il n'y a pas de force de Van der Waals ni d'éventuelles forces correspondant à la liaison hydrogène, les volumes des entités sont nuls, autrement dit les entités sont assimilables à des points matériels de masse m. Dans la vie quotidienne, on exprime la température que nous noterons θ en degrés Celsius. En première, vous avez vu qu'en physique, nous notons la température T et l'exprimons en Kelvin de symbole K. Cette température T est la température thermodynamique que nous nommerons simplement température. Il existe une relation entre θ et T égale θ plus 273. Par exemple, la température T à Paris est égale à la température θ à Paris plus 273, soit 23 plus 273 égale 296 Kelvin. Attention, pensez à exprimer la température en Kelvin dans les calculs numériques.
Dans une enceinte munie d'un piston mobile permettant d'en faire varier le volume V, introduisons un gaz parfait. Les entités sont agitées d'une manière extrêmement désordonnée. Les vitesses sont très variées, mais il est possible de calculer une vitesse moyenne 1 à la température T1. En étudiant la loi de Mariotte, nous avons vu en première que cette vitesse moyenne, toute chose restant égale par ailleurs, varie comme la température. Ainsi, les entités sont moins rapides dans un gaz moins chaud à la température T2 et inversement plus rapides si ce gaz a une température T0 plus élevée. Nous précisons ces notions en terminale en notant que par définition, la température est proportionnelle à l'énergie cinétique moyenne des entités. Donc, T égale une constante K1 fois l'énergie cinétique moyenne du point matériel, soit K2, une autre constante, fois M, la masse d'une entité de gaz parfait, fois la vitesse au carré moyenne. Comme nous allons introduire plusieurs constantes, nous les notons K1, K2, K3, etc. sans se soucier de leur valeur numérique inutile, elles traduisent juste la proportionnalité entre les grandeurs, toutes choses restant égales par ailleurs. En première, nous avons vu que la pression d'un gaz est due aux très nombreux chocs des entités sur les parois. Raisonnons sur une petite durée ΔT, par exemple 1 microseconde, pendant laquelle une surface S de 1 cm² est percutée environ 10 puissance 18 fois. Considérons une entité I juste avant de percuter la surface S de paroi. Elle a une quantité de mouvement PI avant égale masse du point matériel fois VI avant. Et juste après le choc, PI après égale masse du point matériel fois vitesse I après. Construisons PI après moins PI avant, soit delta PI, la variation de quantité de mouvement de l'entité I due au choc. D'après la deuxième loi de Newton, delta PI sur delta T est égal à la force RI que la paroi exerce sur l'entité I. Et d'après la troisième loi de Newton, l'entité I exerce sur la paroi une force opposée FI égale moins RI. Remarquons qu'en supposant un choc type boule de billard, nous retrouvons le fait que FI est perpendiculaire à la paroi, donc FI égale FI EZ, norme de FI fois le vecteur unitaire EZ de l'axe Z. En ajoutant les Y forces FI exercées par les Y chocs sur la paroi pendant ΔT, on obtient une force macroscopique grand F égale grand F EZ et une pression P égale F sur S. Imaginons maintenant que l'on puisse prendre deux photographies très rapprochées des entités microscopiques. Et imaginons que l'on puisse en déduire la vitesse VI de chaque entité I, ce qui est évidemment impossible dans la réalité, étant donné l'extrême petitesse et l'énorme quantité des entités. Si on doublait la vitesse VI de chaque particule I, telle que VI' égale 2VI, alors la vitesse moyenne des entités serait doublée aussi. Reconstruisant la figure précédente avec les nouvelles vitesses VI', double des VI, on obtiendrait une figure homothétique où les grandeurs quantité de mouvement, variation de quantité de mouvement et force seraient doublées. Pour chaque choc de particules I, on obtiendrait FI' égale 2FI, donc une force moyenne doublée elle aussi. En triplant ou quadruplant les vitesses, on aurait obtenu une force moyenne triple ou quadruple s'exerçant sur la surface S. La force moyenne est donc proportionnelle à la vitesse moyenne, F moyenne égale K3 fois M, n'oublions pas la masse qui intervient dans la quantité de mouvement, fois vitesse moyenne. La force totale grand F est la somme des Y forces FI dues au Y choc pendant ΔT. Égale Y fois la force moyenne, par définition de la moyenne, égale K3 fois Y fois M fois vitesse moyenne. À ce stade, on serait tenté de penser que F est simplement proportionnel à la vitesse moyenne des entités. Mais étudions de plus près le nombre de chocs Y pendant ΔT si on double par exemple la vitesse VI de chaque entité, donc la vitesse moyenne. Pour cette étude, qui est une nouvelle expérience de pensée, plutôt qu'un appareil photo, nous utilisons une caméra pour filmer les entités bombardant la surface S pendant ΔT. Nous utilisons également un chronomètre et un compteur d'impact.
C'est parti. N'oublions pas que les points matériels parcourent en réalité plusieurs centaines de mètres par seconde. Ayons conscience également que les points matériels que nous voyons sont des représentants. En gardant notre précédente référence pour S égale 1 cm² bombardé 10 puissance 18 fois pendant ΔT égale 1 microseconde, chaque impact d'un point matériel représente quelque chose comme peut-être 5 10 puissance 16 impacts répartis spatialement sur l'ensemble de la surface S et temporellement un peu avant et un peu après l'impact du représentant, de sorte que la surface S ne se trouve jamais un seul instant sans être bombardée des milliards de fois en même temps. En faisant une petite vidéo de 56 unités arbitraires de temps, nous avons compté 22 impacts. Que voyons-nous sur la vidéo si nous la visionnons en doublant la vitesse de lecture? Nous observons que les points matériels vont 2 fois plus vite. Chaque vitesse VI est doublée. Doubler la vitesse de lecture de la vidéo est donc un moyen efficace pour visualiser ce qu'il se passerait si on doublait la vitesse de chaque point matériel. Nous observons également que le même nombre d'impacts est obtenu pendant une durée de 28 unités de temps 2 fois plus petite. Pour la même durée de 56 unités, on aurait 2 fois plus d'impact. Cela signifie que si l'on double la vitesse des entités du gaz parfait, donc leur vitesse moyenne, on double aussi le nombre d'impacts pendant la même durée. Nous concluons de cette étude que le nombre Y de choc sur la paroi pendant ΔT est proportionnel à la vitesse moyenne des entités Y égale K4 fois vitesse moyenne. Reprenons les notions vues dans la leçon de première sur la loi de Mariotte. À l'aide d'un piston, nous pouvons modifier à volonté le volume V de l'enceinte contenant le gaz parfait. Les N points matériels sont agités de façon très désordonnée avec une vitesse moyenne correspondant à une certaine température T. La petite surface S subit Y choc pendant ΔT, d'où la force F et la pression P. Appuyons sur le piston de manière à diviser le volume V par 2, soit V' égale V sur 2. Si la température n'a pas changé, la vitesse moyenne des molécules non plus, donc non plus la violence des chocs. Mais les entités dont le nombre n'a pas changé sont 2 fois plus concentrées dans un volume réduit de moitié. La surface S est donc bombardée 2 fois plus et le nombre de chocs Y est donc proportionnel au nombre d'entités par unité de volume. Y égale K5 fois N sur V. Reprenons les éléments importants de notre étude. T est proportionnel à M, la masse d'une entité, fois la moyenne des vitesses au carré. Relation numéro 1. F, la force exercée sur une surface S de paroi, est proportionnelle à Y, nombre de chocs par unité de temps, M, et vitesse moyenne des entités, relation 2. Le nombre de chocs lui-même étant proportionnel à la vitesse moyenne, relation 3, et au rapport N sur V, nombre d'entités par unité de volume, relation 4. On en déduit, d'après 3 et 4, que Y est proportionnel à N sur V fois vitesse moyenne, relation 5. D'après 2 et 5, la pression P égale F sur S est proportionnelle à Y, M, vitesse moyenne, donc proportionnelle à N sur V fois M fois vitesse moyenne au carré. Comme la surface S est constante, on obtient la relation 6. La moyenne de la vitesse au carré est différente du carré de la vitesse moyenne. Toutefois, ces deux grandeurs sont proportionnelles, relation 7. Les notions de mathématiques comme la fonction exponentielle et le calcul intégral permettant de démontrer la relation 7 sont étudiées en terminale, mais nous ne ferons pas ce calcul qui nous porterait très au-delà du programme. La difficulté du calcul vient du fait que le nombre d'entités ayant la vitesse V dépend précisément de V. Les relations 1, 6 et 7 nous permettent de conclure que P est proportionnel à N sur V fois T. Comme K9 est la dernière constante, nous la nommerons plutôt petit k et nous remplacerons grand N le nombre d'entités par la quantité en mol petit n multipliée par le nombre d'Avogadro Na. Cette dernière relation est plus souvent rencontrée sous la forme PV égale nRT, où grand R égale KNA est appelée constante des gaz parfaits.
Si P est mesuré en pascal, V en mètre cube, N en mol et T en Kelvin, alors R est en pascal mètre cube, mol-1, Kelvin-1. Sa valeur numérique est 8,314. La leçon s'arrête ici. À bientôt pour la deuxième partie.